Les podcasts du Figaro. De Pierre le Grand à Hitler, le mystère du cabinet d'ambre du roi de Prusse. Adolf Hitler y invita 3 fois Mussolini. C'est de là que fut déclenchée l'opération Barbarossa qui ensanglanta l'Europe orientale et la Russie. Là que le dictateur et son premier cercle séjournaient régulièrement du 23 juin 1941 au 20 novembre 1944. Là, enfin, que le colonel Klaus von Stauffenberg tenta en vain d'éliminer Hitler au cours du fameux attentat manqué du 20 juillet. Peut-être, l'aurez-vous deviné, il s'agit de la forêt de Mamerki. Elle est située dans le nord-est de la Pologne, dans l'ex-Prusse orientale. Une région de bouleaux, de lacs et de marécages. Elle n'est pas seulement connue pour avoir abrité ce qu'on appelait la tanière du loup, à savoir le quartier général du front de l'Est. Elle pourrait également recéler un trésor qui continue à faire tourner les têtes sur le vieux continent, même 74 ans après l'armistice. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Parce qu'elle nous plonge dans les mystères de l'histoire, les grandes chasses au trésor fascinent. Qu'il s'agisse de trains enfouis dans les entrailles de la Terre ou de bateaux engloutis par les océans, ces traques ont souvent des enjeux importants, des enjeux de mémoire, des enjeux financiers. Elles nourrissent aussi la passion des aventuriers, mais parfois celle des États. Ce trésor, c'est le cabinet d'ambre, un magnifique cadeau offert en 1716 par le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier au tsar Pierre le Grand. Un trésor dont on a mystérieusement perdu la trace lors de la débâcle allemande sur le front russe. Le directeur d'un des musées de la région a sa petite idée sur la question. Il s'appelle Bartłomiej Plebianczuk. Et pour lui, ce joyau se cache dans l'un des bunkers qui était autrefois rattaché à la tanière du loup. Lorsqu'il était jeune, le petit Bartek adorait chercher des trésors. Il marchait des kilomètres entiers dans la forêt, un détecteur de métaux dans les mains. Devenu adulte, en compagnie de sa femme et de ses 4 autres collègues passionnés, il a fait réaliser 3 forages au sein du bunker 31. Ils sont allés jusqu'à 4,50 m de profondeur et ils sont tombés sur un puits d'égout dans lequel avait poussé un arbre, mais pas la moindre trace du cabinet d'ambre. Ce très maigre butin ne le décourage pas le moins du monde. Il est désormais équipé d'un géoradar, l'outil classique des Sherlock Holmes de son espèce. Il a prévu de recommencer à creuser des trous dans la verdure et le feuillage. Et s'ils ne mettent pas la main sur le cabinet d'ambre, ils se consolent en se disant qu'ils pourront sans doute au moins récupérer des archives de la Seconde Guerre mondiale. Les indices d'une possible pêche miraculeuse sont minces. Dans les années 70, des habitants du coin ont expliqué que les services de sécurité polonais avaient conduit l'un des rares hauts dirigeants nazis encore en vie à Mamerki. Cet homme s'appelle Eriko et il est censé être l'une des dernières personnes à avoir vu le trésor. Il a été le plus haut représentant du régime nazi en Prusse orientale. Mais malgré sa condamnation en 1959 pour crime de guerre, sa sentence n'a jamais été exécutée. C'est là que ressurgit le lien avec le trésor. On dit qu'il aurait monnayé sa vie contre des renseignements fournis aux alliés soviétiques, au sujet notamment des œuvres d'art pillées par les nazis. Prusse et Russie, Allemagne et Union soviétique, amis puis ennemis, les ressorts de la pièce sont en place. Ainsi peut commencer l'histoire du cabinet d'ambre et attirer dans son sillage des centaines de fanatiques. Mais connaissez-vous l'origine de l'ambre ? Il provient de la résine sécrétée il y a des millions d'années par les conifères, une résine qui s'est ensuite fossilisée. L'ambre a toujours été utilisée à des fins décoratives, mais sans être considérée comme une pierre précieuse. C'est ce matériau que le roi de Prusse, Frédéric Ier, choisit pour façonner 8 panneaux pour son château de Berlin. 8 panneaux d'ambre qui ne manquent pas d'attirer l'œil de Pierre le Grand lorsqu'il lui rend visite en 1712. 4 ans plus tard, à l'occasion d'une alliance militaire, le fils de Frédéric Ier, Friedrich Guillaume, en fait cadeau à Pierre le Grand. Le tsar exulte. C'était un trésor dont il rêve depuis longtemps. Mais le cadeau n'est pas assemblé. Il traîne de palais en palais avant d'atterrir en 1755 dans la nouvelle résidence
construite cette fois-ci par son arrière-belle-fille près de Saint-Pétersbourg. La Grande Catherine y fait ajouter 24 pilastres, des lustres et 4 mosaïques florentines qui figurent les 5 sens. Un vrai miracle esthétique, si l'on en croit les mots du minéralogiste russe Alexandre Fersman. Celui-ci est frappé par le charme indicible de l'ambre, dont la teinte était... parfois sombre, parfois claire, mais toujours chaude. Il faut attendre l'invasion de la Russie par les troupes du Reich pour réentendre parler de ce que certains nomment la 8e merveille du monde. Les nazis qui ont pris le contrôle de Tsarskoïe Selo font main basse sur le cabinet, mais ils doivent le démonter lorsque l'armée rouge fait la reconquête de son territoire. Le trésor est alors empaqueté et expédié à Königsberg, la capitale de la Prusse orientale. Il y connaît un court répit. Mais là encore, les soviétiques reprennent le contrôle de cette ville que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kaliningrad. C'est aux alentours du 10 avril 1945 que l'on en perd définitivement la trace. L'explication la plus rationnelle veut que le cabinet ait disparu dans l'incendie du château de Königsberg, une interprétation confirmée par une première expédition moscovite dirigée en 1945 par le contre-espionnage militaire qu'on appelle le Smerch. Mais pour les spécialistes de la désinformation que sont les soviétiques, la thèse de l'incendie est trop facile, de même que pour leurs concitoyens, adeptes de la théorie du complot. En 1946, Moscou dépêche sur les lieux une seconde équipe d'enquêteurs. Elle étudie la composition chimique des cendres de l'incendie et conclut à l'absence de traces d'ambre dans les poussières grises. En d'autres termes, c'est une invitation à poursuivre les recherches. D'autres hypothèses existent. L'historien amateur Alexandre Mosiakine est l'auteur d'une somme intitulée « Le secret de la chambre d'ambre ». Et selon lui, c'est le Smerch qui aurait pu voler le trésor et qui, par souci de brouiller les pistes, aurait accusé les Allemands de l'avoir enfoui dans l'un de leurs nombreux bunkers. Dans un genre plus fantaisiste, certains disent que le cabinet se trouverait aux États-Unis. Ce serait une manière pour les Soviétiques de rembourser le prêt que les Américains leur avaient accordé pendant la guerre. Nikolai Shumilov, lui, est fondateur de l'association Recherche Blanche, une association dédiée à la traque des objets culturels volés par les nazis. Et son constat est le suivant. On compte environ 60 expéditions pour retrouver le trésor, mais aucune n'a abouti à grand-chose. Et il pense en connaître la raison. Personne n'a jamais exploré au-delà de 15 mètres de profondeur. Il considère que l'État russe, qui n'a pas d'argent, n'a aucun intérêt à financer ses recherches. Nikolai Shumilov fouille les environs au géoradar. Il est persuadé que les Allemands ont caché la chambre dans les sous-sols de la région avant l'arrivée des Soviétiques. Et son intérêt pour la question est ancien. Il s'est intéressé à la chambre d'ambre à l'âge de 13 ans. C'était en 1982, au moment où le KGB dirigea une expédition soviétique dans la région. Et ce fut la dernière équipée officielle, autant dire une éternité. Côté allemand, le fermier Georg Stein a consacré sa vie à la recherche du cabinet d'ambre, avant d'être retrouvé poignardé et tailladé au scalpel dans une forêt proche de Munich. Encore aujourd'hui, d'autres amateurs continuent de fouiller les sous-sols de Wuppertal ou de Thuringe à l'ouest et au centre du pays. Eux se basent sur des archives allemandes qui témoignent du fait que les nazis voulaient rapatrier le trésor à la maison. C'est notamment ce que l'on trouve dans les archives d'Alfred Rode, le nazi qui dirigeait les collections artistiques de Königsberg. Alfred Rode voyait dans la restitution du trésor aux soviétiques l'équivalent de la destruction de la Grande Allemagne. Il est mort avec sa femme en décembre 1945 des suites d'une mystérieuse hémorragie gastrique. Mais retournons à Tsarskoïe Selo, là où la tsarine Catherine II, impératrice de Russie, admira de ses propres yeux le cadeau royal fait à Pierre. Olga Taratinova dirige le musée de la ville et observe avec beaucoup de perplexité ce manège frénétique. Elle, qui est architecte de formation, connaît bien les questions de conservation des bâtiments. D'après elle, il n'y a aucun intérêt à continuer des recherches 75 ans après. La chambre risque tout simplement d'être inaccessible après les dommages causés par la guerre. Et si l'on parvenait à la trouver, elle serait sans doute en très mauvais état, voire impossible à reconnaître. Alors, à défaut du modèle, des restaurateurs russes ont commencé à en faire des copies. Les travaux ont commencé en 1979 sur la base de quelques photographies en noir et blanc.
Et la copie a été présentée au public dans ce même palais à l'occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg en 2003. Le résultat est magnifique. Olga Taratinova n'est pas loin de comparer la chambre d'ambre à la Joconde du Louvre. Avec ses 18 millions de touristes qui l'ont admirée en Russie en 15 ans, le succès de la nouvelle chambre est incontestable. Même si d'un point de vue artistique, la conservatrice préfère les chambres d'Agathe, une autre curiosité de Tsarskoï-Selo. Le 31 mai 2003, après 24 ans de travaux, la nouvelle chambre d'ambre a donc pu être inaugurée par Vladimir Poutine et par le chancelier de l'époque, Gerhard Schröder, qui sont restés depuis les meilleurs amis du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. La prochaine fois, je vous raconterai une autre histoire de chasse au trésor. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site dufigaro.fr et nos réseaux sociaux. L'histoire est à l'origine d'un article écrit par Pierre Avril dans le Figaro du 18 août 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.